Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la VFC TV, en synchronisation avec la radio VFC ce dimanche 5 avril 2026. Bonjour à vous tous, bonjour à toutes et merci de prendre encore le rendez-vous du dimanche. Ce rendez-vous au cours duquel nous essayons de passer au peigne fin ce qui a fait l'actualité tout au long de la semaine. Et vous le savez bien, d'autant plus que moi, oui, que c'est la campagne électorale pour le compte de la présidentielle de 2026 qui bat véritablement son plein du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur l'ensemble du territoire béninois. Et aujourd'hui, nous allons en parler, surtout parler un peu du candidat, sa capacité à poursuivre la dynamique enclenchée depuis 2026 en République du Bénin par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Et pour en parler, nous avons, oui, quelqu'un qui s'y connaît, il est du domaine, il maîtrise cela parce qu'il a été aussi artisan, l'un de ces artisans, grâce à qui nous avons ces résultats auxquels nous assistons aujourd'hui au Bénin. Il s'agit bien sûr, mesdames et messieurs, du ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Déoumalé. Il est déjà là avec nous sur ce plateau. Gilbert Déoumalé, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore de nous honorer ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez déjà reconnu puisque oui, en semaine, il était déjà avec nous afin d'aborder un temps soit peu. Mais la promesse étant une dette, ce matin, le ministre conseiller a justement honoré à sa promesse, il est là avec nous. Alors, monsieur le ministre, on en avait parlé justement en semaine, les campagnes électorales se poursuivent véritablement sur le terrain avec la sortie du ministre et sa colistière Mariam Tchabi Talata. Pour démarrer, nous allons vous demander, monsieur le ministre, en quoi voyez-vous que cette campagne électorale est décisive pour le Bénin? Merci bien. Je salue tous ceux qui nous suivent. Merci. Je voudrais à l'entame vous féliciter pour le travail que vous faites. Merci. Pour que les Béninois soient informés en temps réel. Je crois que ce n'est plus un secret pour personne aujourd'hui qu'au Bénin, nous sommes en train de nous préparer pour que le pouvoir change de main. C'est une très bonne chose parce que c'est constitutionnel. Et ça prouve qu'au Bénin, nous respectons la Constitution, nous sommes des légalistes. Et ça participe donc du développement de notre pays. Nous avons fait l'option de faire de la démocratie et notre démocratie fait son petit bonhomme de chemin. Nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections, pour aller choisir donc celui à qui les Béninois veulent bien confier la destinée donc de leur pays. Et ce duo du candidat, Wadaï Talata, par rapport à ce qui s'est fait depuis une dizaine d'années, nous pensons que c'est le duo qu'il faut pour une certaine continuité. Je voudrais rappeler que le président Patrice Talon est venu au pouvoir avec son slogan de rupture. Et lorsqu'on parle de continuité, alors que nous sommes dans la rupture, il faut mettre les deux, il faut les juxtaposer pour dire que c'est une continuité dans la rupture. Continuité dans la rupture. Hein? Oui. Que voulez-vous expliquer par là, monsieur le ministre? La rupture, c'est par rapport à l'ancienne gouvernance. Mais la continuité, c'est, comme on le dit en langue, c'est au bout de l'ancienne corde, qu'on tisse la nouvelle. Donc, il n'est pas question de faire copier-coller, mais le fond demeure. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, s'il y a des réajustements à faire, on les fait. Parce que le développement, c'est un processus. Voilà. On a enclenché ce processus-là et à chaque étape, il faut ajuster. Comme je le disais la dernière fois, avec ce duo, nous gagnons suffisamment en temps, nous gagnons suffisamment en efficacité. Parce que ce duo que vous voyez a participé activement à ce que nous voyons aujourd'hui, qui fait le bonheur de tous les Béninois. Voilà. Alors, ajuster ce qui est déjà fait, continuer, ne devrait pas créer problème. Voilà pourquoi je disais que le candidat Wadaï n'est pas un candidat parachuté. Et il a participé activement à bâtir ce que nous constatons aujourd'hui, naturellement sous la direction du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, donc, il a les qualités, les compétences, l'aptitude pour continuer. Voilà.
Il a l'aptitude pour continuer, vous l'avez dit, hein, qu'il s'agit bien évidemment d'un processus de développement étape par étape. Nous allons en parler sur ce plateau avec vous, Gilbert Dewoumale. Que peut-on retenir justement quand vous parlez du processus pour un véritable développement? Oui, le développement, vous savez que le Bénin est enrhumé de très loin. Bien sûr. C'est vrai que tous les présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays ont fait ce qu'ils pouvaient. On ne saurait dire qu'aucun d'entre eux n'a rien fait. Ce n'est pas possible. Mais lorsque le président Patrice Talon est venu, et c'est justement ça la rupture, on a eu droit à une autre manière donc, de faire le développement, de trouver solution aux problèmes des Béninois. Et heureusement pour nous, ça a porté. En 2016, quand je soutenais la candidature du président Patrice Talon, je n'avais jamais rêvé qu'il avait cette capacité-là de transformer en 10 ans notre pays. Pour moi, bon, il allait faire comme ses prédécesseurs. Mais il a étonné non seulement les Béninois, mais le monde entier. Le monde entier. Aujourd'hui, Patrice Talon est une fierté pour nous. Et je n'exagère pas quand je dis que des hommes comme lui, en 100 ans, Dieu en donne un. En 100 ans. Dieu en donne un. C'est une opportunité pour nous. Et il n'est pas question donc de rater le coach. Voilà pourquoi je dis que notre candidat aujourd'hui, qui est dans le système, qui est moulé par Patrice Talon, a les capacités donc de poursuivre. Et quand je parle de développement, vous aurez constaté que en 10 ans, aucun secteur n'a été épargné. Aucun. Alors, nous pouvons aller secteur par secteur. Allez-y, monsieur le ministre. Et décortiquer. C'est vrai qu'on ne saurait tout dire aujourd'hui. Bien sûr. Lorsqu'on prend un secteur, on essaie de voir ce que nous avons bâti ensemble et par rapport à la poursuite, qu'est-ce que ça pourrait donner. Je prends par exemple le secteur primaire. Allez-y. Vous savez, au Bénin, nous sommes à plus de 90% agriculteurs. Et aujourd'hui, s'il y a une réforme qui porte au niveau de ce secteur-là, on aurait résolu assez de problèmes. Alors, lorsque le candidat présentait son projet de société au Palais des Congrès, il a juste signalé que désormais, on travaillera à faire en sorte que l'agriculteur, le producteur, puisse sécuriser ses vieux jours. C'est-à-dire que désormais, même étant vieux, et le producteur peut toujours bénéficier donc d'une pension. Et il a expliqué le mécanisme rapidement. Très simple. Très simple. Alors, quand on a cette vision-là, et en aval, en amont, il lui fallu qu'il y ait eu donc des actions qu'on ait posées. Et j'explique alors le phénomène. Alors, voilà des agriculteurs qui ont, disons, 1 hectare. Et depuis près de 25-30 ans, ils travaillent sur ce terrain-là. Et au lieu qu'il y ait une augmentation de la productivité, on constate qu'il y a baisse parce que le sol s'appauvrit. Mais depuis que Patrice Talon est arrivé, les réformes ont permis donc d'augmenter tant soit peu la productivité au niveau des cultivateurs. Alors, si le candidat Wadaye dit qu'à la fin, le paysan pourra sécuriser ses vieux jours, c'est aussi simple. Il a donné l'exemple. Si c'est du maïs que vous produisez, par exemple, vous étiez sur votre terrain, votre espace, vous étiez peut-être à 10 ou 15 kilogrammes l'année. D'abord, on vous accompagne techniquement, financièrement. Et on cherche d'abord à augmenter considérablement la production. Et lorsque vous produisez assez sur un même espace, d'abord si on fait une pause là, ce que vous faisiez, il y avait plus d'énergie pour peu de produits. Pour peu de résultats. Aujourd'hui, ça va être le contraire. C'est-à-dire que le paysan dégage très peu d'énergie, mais produit suffisamment. Et c'est sur cette production-là qui aurait doublé ou triplé
qu'on fait une petite ponction chaque année, comme sous forme d'épargne. Voilà. Ça voudra dire quoi? Non seulement que le paysan gagne, mais il ne se rend même pas compte qu'il cotise pour ses vieux jours. Voilà. Ce faisant, donc, il y a beaucoup d'autres fléaux. On lutte contre beaucoup d'autres fléaux. Par exemple, Oui. l'appauvrissement des sols, l'exode rural, parce que lorsque le sol tarit, n'arrive plus à produire, les paysans et leurs descendants ont tendance à aller en ville pour se chercher. Pour aller se chercher. C'est ce qui est en train de faire de Zémignan aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, cette pollution-là de la ville sera réduite. Vous voyez déjà ce que ça fait comme... Et le paysan a assez de moyens, désormais, pour se faire même du plaisir. Dans les villages reculés, il y a des paysans qui n'ont même pas la possibilité de s'offrir 2 ou 3 jours de vacances. Ils ne peuvent pas faire du tourisme à l'interne. Voilà. Mais parce qu'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Et lorsqu'il est malade, difficilement il arrive à se soigner. Mais lorsqu'il produit suffisamment et il vend, il y a un excédent, mais il se soigne. Et vous allez dans le village, peut-être qu'il vit dans une cabane, mais avec cette formule, il peut se construire une maison. Voilà. Vous voyez, et c'est ça le développement. Et ce qu'il dit là, vous voyez que ça va jusque dans les ménages. Parce que la majorité est dans cette catégorie-là. Alors, lorsque vous êtes dans un schéma comme ça, il faut se dire que cette production, cette productivité que nous voulons accroître, va permettre donc de sécuriser le pays. Voilà. Donc, sur le plan alimentaire, on sera sécurisé. Et l'exploitation qu'on veut en faire aujourd'hui permettra de protéger nos ressources naturelles. Voilà. Vous voyez? Oui. Donc, quand on prend cette réforme-là, juste cette réforme, regardez un peu les conséquences positives. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est que avec l'augmentation de cette productivité-là, nos industries bénéficieront de la matière première à suffisance. Vous voyez qu'on passe déjà du secteur primaire, au secteur secondaire. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de développement sans le développement de l'industrie. Aucun pays au monde n'a pu se développer sans l'industrie. Voilà. Et depuis que nous avons accédé à la souveraineté nationale, on se cherchait, mais aujourd'hui, Patrice Talon nous a tracé le chemin. Et quand vous prenez par exemple ce qui se fait aujourd'hui à Glodjibé, vous comprendrez donc que le chemin a été tracé, balisé. Et il s'agit donc de continuer, il s'agit de renforcer. Et lorsque on parle du secteur secondaire, il faut dire que c'est ce secteur-là qui permettra réellement de booster notre économie. Parce que quand une industrie s'implante, les promoteurs payent l'impôt à l'État. Et c'est avec ces ressources que l'État arrive donc à réaliser tout ce que nous voyons là, surtout le volet social. Mais voilà un secteur pourvoyeur d'emplois. C'est ce secteur qui va permettre donc d'absorber tout ce qui sera produit au niveau du secteur primaire et va assurer la transformation. Quand ça assure, vous prenez par exemple, entre-temps, l'IAM. À un moment donné, lorsque la période passe, soit ça pourrit, soit il y a pénurie. Mais aujourd'hui, s'il y a par exemple une industrie de transformation de l'IAM, on peut conserver ça sur un long moment. Bien sûr. C'est une manière de lutter contre la famine. C'est une manière de lutter contre la sous-alimentation. Vous voyez, tout se tient. Alors, tout ce qui se fait à Glodjibé, par exemple, permet aujourd'hui, comme je l'ai dit, d'absorber la production. Aujourd'hui, notre coton nous a mis au premier plan dans la sous-région. Alors que l'espace exploité au Bénin n'est pas un plus grand espace quand on compare ça à d'autres pays. Donc, c'est la technologie utilisée qui nous permet aujourd'hui d'être au premier plan. Alors, lorsque le coton donne, ça alimente donc l'industrie. Et ça permet au Bénin d'exporter. Et la concurrence étant ce qu'elle est aujourd'hui, si nous n'avons pas une matière première de qualité, on ne saurait avoir un produit fini de qualité.
Alors, si aujourd'hui nous sommes reconnus à travers le monde par rapport à ce que c'est que notre coton aujourd'hui, je crois que c'est à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon, donc à l'actif de notre candidat que nous sommes en train de vouloir donc porter à la magistrature suprême. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, quand je dis qu'il est dans le système, il connaît le système et qu'on gagne en temps, il n'est plus là pour se chercher, il sait ce qu'il doit faire. Alors, lorsque l'industrialisation a amorcé son élan et que nous avons un produit fini, ça alimente donc le secteur tertiaire. Et vous voyez qu'aujourd'hui, à travers le territoire national, des marchés ont été construits, très modernes. Et naturellement, quand vous prenez la pyramide des âges de notre pays, vous comprenez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. La plupart des femmes aiment aller vers le commerce. Alors, si ce secteur arrive à absorber toutes nos femmes, et toutes nos filles et nos sœurs, vous voyez que ça lutte contre ce phénomène-là de chômage. Alors, lorsque le commerce est florissant, les taxes que les commerçants vont payer permettront donc à l'État d'avoir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de son programme d'action. Alors, ces trois secteurs-là, mis ensemble, qui fonctionnent correctement, ça permet d'enclencher avec le secteur social. Parce que c'est l'État qui accompagne l'éducation, la santé et au niveau de la culture. Alors, quand vous prenez ces aspects-là, pour produire de la richesse, il faut être en bonne santé. Bien sûr. Donc, vous voyez que la production, quand elle est de qualité et en quantité, elle permet en retour de booster donc, le secteur de la santé qui garantit un bien-être du producteur. Donc, tout se tient. Alors, vous avez vu, nous avons déjà construit un centre de santé. Le chic, voulez-vous dire? Oui, à Calavi. Mais le candidat a été clair pour dire il faut un centre comme ça à Parakou. Donc, progressivement, pendant que les ressources le permettent, des réalisations comme ça auront lieu à travers le territoire. C'est pour cela que le candidat a dit que ces trois secteurs que je viens de citer là, qu'il mettra en place un système où, dans les 6 départements, chacun sera spécialisé par rapport à la prévalence donc, de la matière première. Si on prend une zone où on produit assez de coton, je crois que la meilleure formule aurait été donc une industrie de coton soit installée là-bas, au lieu que ce soit une industrie, par exemple, de transformation du maïs. Donc, à chaque localité, une spécificité. Et il a parlé donc du tourisme. Et à ce niveau, on ne saurait parler du tourisme en occultant royalement la culture. Parce que c'est la culture qui nourrit le tourisme. Vous l'avez souligné la fois dernière. Allez-y. Alors, parce que le tourisme, c'est quoi? C'est avoir des sites où que les touristes peuvent aller visiter. Alors, quand un touriste arrive au Bénin, s'il est par exemple français, il ne vient pas au Bénin pour voir si nous mangeons du spaghetti. Non. Parce qu'il en a l'habitude. Il en a l'habitude déjà d'en prendre chez lui. Mais lorsque vous lui présentez l'iam pilé, il se dit, ah, voilà un autre repas. Voilà ce qui se consomme au Bénin. Surtout, prenez l'iam pilé accompagné du tiayo, par exemple, en pays mari, il sait qu'il est en pays mari. Donc, vous voyez que l'art culinaire va connaître un essor. Bien. Alors, quand on parle d'art culinaire, on est au niveau de la culture. Alors que je parle du tourisme. Vous parlez du tourisme. Voilà pourquoi je dis que c'est la culture qui nourrit le tourisme. Alors, lorsque un touriste descend au Bénin, il a besoin de se déplacer. Bien sûr. S'il a besoin de se déplacer, il faudrait que le gouvernement ait déjà réfléchi à par où il va passer. Bien sûr. Voilà pourquoi le chef de l'État, le président Patrice Talon, a réfléchi au système d'alphatage qui permet donc d'assainir la ville. Et mieux,
plus de 3000 km de route bitumée. Ça permet aux touristes d'aller du nord au sud. Vous voyez comment le développement du tourisme impacte d'autres sous-secteurs. Ah oui. Très bien. Ah oui. Et quand il vient, il ne dort pas dans les arbres ou à l'air libre. Pas du tout. Il va passer la nuit à l'hôtel. Nécessairement. L'hôtellerie en prend un coup. Et quand il vient, il veut aller visiter par exemple le musée de Romain. Mais une fois là-bas, les œuvres d'art qu'il voit, et c'est ça que j'appelle l'artisanat d'art. Voilà. Les œuvres d'art qu'il voit, les pagnes tissées et autres, vous ne trouvez ça nulle part au monde. On ne trouve ça nulle part au monde. Les jolis colliers en perles. Voilà. Donc, ça vient, la culture, en réalité, c'est ce qui nous différencie des autres. Ce que nous faisons, que les autres n'ont pas. Et c'est ça qu'ils viennent découvrir en tant que touristes. Donc, on ne saurait séparer ces deux-là. Voilà. Alors, vous voyez que quand tout ça là est mis en chantier, c'est clair qu'il y a des phénomènes, il y a des fléaux qui n'auront plus le droit de citer chez nous. Quand, par exemple, le secteur de la culture est suffisamment développé, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Parce que c'est une sorte d'auto-emploi. L'artiste s'emploie lui-même et emploie d'autres talents. Qui sont aussi des artistes, mais qui ne font pas la même chose. Voilà. Vous êtes artiste, chanteur, vous utilisez des guitaristes, des batteurs, qui sont des artistes, mais qui ne chantent pas. Qui ne chantent pas. Donc, vous voyez que cette affaire de chômage est suffisamment réglée. Voilà. Lorsque ce secteur de la culture-là est suffisamment développé, c'est clair que le banditisme, la toxicomanie, l'alcoolisme, parce que c'est des fléaux qui arrivent parce que l'être humain est désœuvré. Voilà que, comme on le dit, le ventre ne sait pas, j'ai déjà mangé hier. Pas du tout. Très bien. Donc, c'est la réalité. C'est la réalité. Le ventre ne sait pas que j'ai mangé hier. Pas du tout. Il a faim, il a faim. Mais vous ne faites rien. Alors, mais désormais, si vous avez quelque chose à faire, qui vous rapporte de l'argent, je crois que vous n'avez plus votre temps à aller vous asseoir pour dire je serai gaiman ou bien j'irai braquer. Donc, il y a certains phénomènes qui vont disparaître d'eux-mêmes. C'est pour cela que je dis, lorsqu'il y a un secteur comme ça, et le chef de l'État a bien vu pour dire désormais, il faudra que l'artiste puisse vivre de son art. Voilà pourquoi le candidat estime que, en cherchant à donner un salaire aux artistes, mais ça c'est aux méritants, aux vrais artistes. Aux vrais artistes. D'accord. Oh, mais parce que oui, désormais, la maison de l'artiste sera une réalité. Quand on parle de maison de l'artiste, ce n'est pas un bâtiment. C'est une institution. Une institution. Naturellement, c'est une institution qui va s'occuper donc de la vie des artistes. D'accord. Et quand, puisque l'acte est déjà pris par le gouvernement, lorsque l'artiste pourra vivre de son art, ça voudra dire que ceux-là qui ont le talent, qui sont reconnus, dès qu'ils auront la possibilité d'avoir les salaires dont on parle, ce que ça a comme effet, c'est un effet d'entraînement. Tous ceux qui sont en herbe voudront alors avoir des idoles. C'est ça la réalité. Ils voudront avoir les idoles. Ça permet donc d'amener les acteurs culturels à se perfectionner. Parce que lorsque vous avez le talent, il faut le cultiver. Voilà. Vous le cultivez, mais si l'État vous accompagne, vos œuvres seront des œuvres compétitives. Et là, vous vivez de votre art. Et lorsque vous avez une visibilité comme ça terrible, ceux qui sont en herbe voudront vous ressembler. Et chacun voudra travailler pour dire, moi je veux être comme Toron, moi je veux être comme Bézi, moi je veux être comme Alokmon. Quand ça se passe comme ça, ça stimule le secteur. Et il faut dire que quand on parle du secteur de la culture, ce n'est pas simplement les artistes que nous voyons, les comédiens, les chanteurs, les plasticiens, mais il y a aussi l'industrie culturelle. Vous y mettez quoi? Lorsqu'un artiste veut sortir une œuvre, il ne reste pas chez lui à la maison. Non. Il va dans une maison de production. Bien sûr. C'est une industrie. Lorsque vous avez sorti l'œuvre et vous voulez vendre votre œuvre, mais il faut être sur les plateaux. Bien sûr. Il faut être sur les plateaux. Bien sûr. Et ce n'est pas vous qui avez ça, c'est une industrie. C'est une industrie, voilà.
Donc, ceux qui s'y connaissent, il y a des sociétés au Bénin et qui s'occupent donc vous voulez faire, par exemple, un spectacle, ce n'est pas vous qui organisez le spectacle. Vous voyez, tout ça, c'est des structures qui absorbent les jeunes. Donc, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. C'est un secteur qui crée de la richesse. Donc, qui participe au PIB. Et lorsque cette culture-là est aussi rayonnante que ça, ça attire les touristes. Voilà qui doit participer à booster donc le secteur touristique. Et lorsqu'on parle du secteur touristique, il faut aussi ajouter que ça permet de protéger, de sauvegarder nos ressources naturelles. Oui, parce qu'il y a le patrimoine culturel matériel, le patrimoine culturel immatériel, mais il y a le patrimoine naturel à caractère culturel. Bon, ça, on aimerait avoir un peu de précision, voilà, sur ces différentes catégories que vous venez de citer. Ce qui est peut-être nouveau, c'est le patrimoine naturel à caractère culturel. Je prends une forêt sacrée. D'accord. Je prends simplement une forêt sacrée. Et quand un touriste arrive et veut aller visiter une forêt sacrée, du fait que c'est une forêt, c'est un patrimoine naturel. Mais ça a un caractère culturel. C'est vrai. Et puis vous voyez, quand vous prenez le vaudou, vous prenez notre vaudou, mais c'est une université. Quand un enfant y accède, il va au couvent, s'il s'appelle Pierre, lorsqu'il sort, il n'est plus le même Pierre. C'est un autre type de béninois qu'on fabrique comme ça. Et ça, c'est culturel. Parce que je vous ai dit, notre culture, c'est ce qui nous différencie des autres. Et pour que vous soyez différent des autres, il faut que vous ayez été moulé. C'est pour cela qu'en philosophie, on dit que l'homme ressemble plus à sa société qu'à ses parents. Donc aujourd'hui, vous voyez, quand on prend un secteur, vous voyez la richesse qu'on peut en tirer. Vraiment. Alors, moi, je voudrais dire que tout ce que je viens de dire là, tout ça là est parfaitement maîtrisé par le candidat. Le candidat Romad Ouaddaï. Parce qu'il a participé, à un moment donné, il fait partie des concepteurs. Donc, on est passé de 5 à 7 ans, nous allons travailler pendant les 7 ans. Parce que nous n'avons pas un seul mois à perdre. C'est une continuité. Et on n'a plus rien à aller dire à Ouaddaï pour dire, bon voilà, dans ce secteur-là, voilà ce qu'il faut. Il sait ça. Il a participé à bâtir ce qui est là, l'existant. Donc, pendant que nous étions en train de bâtir l'existant, si nous avons constaté qu'il y a des erreurs ou des rectifications à faire, il sait. La preuve, c'est que les ministres conseillers que nous sommes, comme je l'ai dit, nous allons au contact des populations, nous présenterons le vrai visage de ce qui se fait, ce pourquoi cette réforme s'est faite. Et si les populations, pour qui ces réformes sont en cours, trouvent qu'on aurait dû faire ci ou ça, et que nous remontons, si ce n'est pas encore corrigé, il le sait, et une fois là, il corrige, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Quand vous êtes élu président de la République, vous êtes venu pour servir le peuple. Voilà. Merci à vous. Vous avez été vraiment explicite quand vous avez abordé le côté culturel. On a reconnu véritablement que c'est un sachant du domaine qui s'exprime. Nous l'avons bien compris. Vous avez parlé maintenant de la capacité du candidat Romad Ouaddaï à pouvoir continuer la dynamique du chef de l'État, le président Patrice Talon. Ce que vous avez participé activement à cela, monsieur le ministre conseiller. En ce moment, sa casquette était celle du ministre d'État. Désormais, par la grâce de Dieu, président de la République. Est-ce que vous avez comme intention, qu'une fois cédé au fauteuil présidentiel, Romad Ouaddaï aura encore la tête, en tout cas, le même engouement, la même capacité afin de poursuivre, tel que vous êtes en train de le vanter ici? Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. Voilà pourquoi il était au centre de tout. Et mieux, vous avez constaté qu'à un moment donné, en dehors de son titre de ministre d'État, en charge de l'économie, il a eu encore la coopération. Alors, il reste encore quoi? Puisque, quand on fait un budget d'État,
lorsque il s'agit d'aller présenter ça à l'Assemblée, Oui. mais c'est le ministre C'est le des ministre Finances des Finances. qui va le faire. Oui. Voilà pourquoi je dis qu'il connaît tous les secteurs, tous les domaines. Donc, ce n'est pas nouveau pour lui. Et aujourd'hui, il a donné de manière éloquente Oui. la preuve de ce que, en dehors donc de ce que notre pays lui-même peut mobiliser comme ressources pour le développement, qu'il peut aller donc chercher, lever d'autres fonds au profit donc de notre pays. Donc le travail lui sera très facile. Voilà. Lorsque nous sortons massivement pour aller voter pour notre candidat, une fois élu, il devient suffisamment crédible. Voilà. Aux yeux des partenaires, c'est la preuve éloquente que le Bénin a réellement fait l'option de la démocratie. Alors que dans d'autres pays, Oui. c'est une autre option. Et vous voyez que c'est vrai, il y a toujours des brebis galeuses Oui. dans la société, mais la preuve que les Béninois ont fait l'option de la démocratie, c'est que le 7 décembre passé, aucun Béninois n'est sorti pour aller manifester contre les apatrides, les assassins. Voilà une preuve éloquente de ce que le Bénin a fait l'option de la démocratie. Donc, déjà, vu de l'extérieur, Oui. c'est très bien pour notre pays. Voilà. Bon, à quelque chose malheur, bon. Malheur, bon. À quelque chose malheur, bon. Mais quand on va sortir massivement pour aller exprimer notre suffrage, Oui. ça va encore accentuer donc cette vision, cette visée que les gens ont sur notre pays, cette crédibilité que notre pays est en train d'engranger. Et vous voyez que aujourd'hui, dans la sous-région, notre pays est respecté. Quand on dit que notre pays est respecté, c'est dans plusieurs domaines. Il y a cela quelques années, Oui. c'est les Béninois qui vont ailleurs pour voir la beauté. pour La voir beauté d'autres villes. On a envie Aujourd'hui, d'aller même faire des photos ailleurs. aujourd'hui, c'est la ruée vers Cotonou. C'est le contraire. Bien sûr. Et lorsqu'on prend les villes, les capitales de la sous-région, aujourd'hui, nous sommes au premier plan par rapport à la ville la plus propre de la sous-région. Oui. Alors qu'il y a quelques années, nous n'étions même pas en deuxième ou en troisième place. Vous voyez que le développement, c'est comme ça que ça se sent. C'est comme ça que ça se remarque. Alors, lorsque les gens, entre-temps, disaient, oui, dans nos sorties, Oui. les ministres conseillers, vous avez dit de serrer la ceinture, on a serré, mais vous ne nous avez pas dit quand est-ce qu'il faut desserrer. Ce que je leur réponds simplement, Oui. c'est parce que serrer la ceinture est difficile que vous savez quand vous avez commencé par serrer. Pas serré. Mais comme desserrer est facile, vous ne savez même pas que vous êtes déjà en train de desserrer. Et je leur donne les exemples. On voulait aussi partager, on voudrait que vous partagiez ces exemples avec nous parce que cette question était prévue. Voilà. Et le candidat a dit Oui. que le plus difficile a été fait et qu'aujourd'hui, il faut bénéficier. Il faut bénéficier. Il faut jouir donc des fruits de nos efforts. C'est de ça qu'il est question. Et on a déjà commencé par jouir. Je prends le cas des paysans. Mais vous êtes paysan, vous êtes obligé de déscolariser votre enfant parce que vous n'avez pas les moyens, de faire face à la scolarité. À la scolarité. Mais Patrice Talon dit non, ce n'est plus ça. Au niveau des filles, elles ne payent plus les frais de scolarité. Je parle du secteur public. Oui, oui. Elles ne payent plus. Mais comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à 100% de cantines scolaires. Mais ces deux actions fortes qui maintiennent les enfants à l'école. Alors, le paysan qui devrait assurer le petit déjeuner, le déjeuner et la scolarité de sa fille. Et qui, parce qu'il ne pouvait pas, est obligé de la remettre en mariage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce qu'il n'a pas desserré la ceinture? Bien sûr. Il a desserré la ceinture. C'est un exemple palpable. Oui. Je prends le cas de la production du maïs. Les paysans produisent et ne trouvaient pas de marché d'écoulement. Si bien que les commerçants véreux allaient dans les villages, les campagnes, pour les exploiter. Et ils achètent le maïs à vil prix, ils vont les stocker, et quand il y a pénurie, ils font de la surenchère. Aujourd'hui, à la faveur donc des cantines, c'est notre maïs que nous prenons. Voilà.
Alors qu'entre-temps, voilà. C'était d'autres institutions internationales qui nous donnaient du semoule, du maïs et autres. Voilà des actes que nous posons aujourd'hui qui renforcent notre souveraineté, notre indépendance. Alors, vous voyez que desserrer la ceinture, quand par exemple si vous êtes malade et qu'on doit vous évacuer, combien de Béninois ont les moyens pour se faire évacuer? Très peu. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Calavi. Ne serait-ce que le billet d'avion que vous économisez, vous êtes en train de desserrer déjà la ceinture. Quand, entre-temps, sur 4 5 heures de temps, il devait avoir coupure d'électricité. Mais on souffrait. Énormément. Aujourd'hui, non, plus ce phénomène de égota, et on oublie facilement. On a desserré les ceintures comme ça. Peut-être qu'avec Wadaï, les pantalons même risquent de tomber. Merci à vous, monsieur le ministre, sur ce plateau. Alors, nous avons parlé. Il est vrai qu'il y a quelques questions sur lesquelles je vais revenir en matière de la culture, vous connaissant mieux placé dans le domaine. Mais bien avant ça, on va aborder un peu le côté de la promotion, de l'émancipation de la femme, le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a travaillé. Et aujourd'hui, nous avons un nombre important, au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple. Est-ce que pensez-vous que ce projet de société réserve aussi une part aussi importante pour la femme dans son développement, monsieur le ministre? Oui, je crois que par rapport à ça, nous avons l'avantage de notre DIO, c'est d'être au centre même de tout ce qui est fait jusque-là. Ce n'est pas un Romuald Wadaï, une fois à la Marina, qui viendra réduire ou prendre des actes pour réduire la liberté, l'autonomisation de la femme. Ce n'est pas possible. Alors, depuis que notre pays a accédé à la souveraineté nationale, c'est la première fois qu'il y a une institution, qui s'occupe donc de la promotion de la femme. Vous parlez de l'INF. Vous savez, moi, j'étais, avant de me retrouver à la direction générale du Fonds des arts et de la culture, j'étais sur un projet de lutte contre les violences faites aux femmes avec Care International. D'accord. Donc, j'ai une connaissance nette de la souffrance des femmes. Puisque si vous luttez contre les violences faites aux femmes, vous devrez être en mesure de savoir ce que vous, les hommes, vous faites comme dégâts avec les femmes. Avec les femmes. Et dans sa vie quotidienne, ce que la femme endure comme difficulté, les hommes sont à 80-90% à la base. Et le jour où nous, hommes, on comprendra que nous sommes la cause de la souffrance des femmes, le monde sera très très bien vivable. Oui. C'est exact. Et c'est la réalité. Alors, aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, c'est dans une continuité que nous sommes, et il n'est pas question de venir réduire tout ce que les femmes ont pu avoir comme avantage. Comme autonomisation. Parce que, vous voyez, quand vous prenez, par exemple, dans la vie courante, vous prenez une femme et un homme à la même tâche. Lorsque les compétences sont les mêmes, la femme réussit mieux que l'homme. Mais même au volant. Monsieur le ministre, vous avez fait l'expérience? Mais dans la ville, au volant, lorsque vous voyez une femme au volant, elle est concentrée sur son volant. Mais nous, il y a d'autres distractions. La femme, elle est... Mais d'abord, vous qui êtes là, quand on parle d'éducation, dans le couple, la femme participe plus à l'éducation de l'enfant que l'homme. Mais l'homme est toujours tout le temps parti. Donc vous ne devenez que ce que votre maman a voulu que vous soyez. Voilà. Même sur le plan culturel. Quand une femme se marie, elle apprend aux enfants la réalité coutumière de sa famille, de la famille de l'homme. Oui. Alors qu'elle n'est pas de la famille. Elle n'est pas de la famille.
Donc, elle a eu le temps d'apprendre, de connaître et de transmettre. Vous voyez que la femme, elle participe beaucoup à l'équilibre social. Lorsque, dans un couple, dans un foyer, la femme n'est plus, il y a assez de difficultés. C'est vrai que quand l'homme n'est plus, les moyens... les moyens commencent pas à faire défaut. Mais malheureusement, les moyens ne sont pas toujours à la base de la bonne éducation. Mais la femme, sa présence suffit. Elle va vous apprendre en tant qu'enfant ce qui se fait chez elle, mais surtout ce qui se fait chez votre papa, parce que dans la coutume, c'est que vous êtes de cette famille-là, de votre papa. Et tout ce qui a trait à votre coutume, c'est votre maman qui vous apprend ça. Le papa n'a pas le temps. Le papa n'a pas le temps. Alors, le candidat ne vient pas donc pour piétiner les droits des femmes. Bien au contraire, il faut aller de l'avant pour que la femme soit suffisamment... Elles sont plus nombreuses que nous. Vrai. Donc, les exclure de la production, c'est exclure plus de la moitié de la population. C'est vrai. Alors que, non seulement qu'elles sont nombreuses, mais je dis, elles font mieux que nous. Merci beaucoup à vous. Donc, sur cette question de la femme, vous avez répondu avec des exemples aussi tangibles par ici. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le rendez-vous du dimanche sur la VFC. Télévision en synchronisation avec sa radio ce dimanche 5 avril 2026. Avec nous sur ce plateau, Gilbert Deoumalet. Il est le ministre conseiller à la justice et aux relations internationales. Je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, qu'il est aussi un sachant, bien évidemment, dans le domaine de la culture, puisque nous l'avons vu à l'œuvre à la tête de la direction générale du Fonds des arts et de la culture, le DGFAC, bien évidemment. Monsieur le ministre, nous allons revenir à cet aspect aujourd'hui. Nous avons vu quand vous organisez des rencontres secteur par secteur, puisque vous avez dit qu'il s'agit de toute une entreprise quand on parle de la culture aujourd'hui. Est-ce que vous avez comme impression que le nouveau gouvernement, par la grâce de Dieu, à partir de mai prochain, fera exactement ce qu'il faut afin que cet objectif visé, celui de voir les artistes vivre véritablement de leur art, avez-vous comme impression que toutes ces dispositions, sont déjà prises ou bien seront prises afin qu'on atteigne véritablement cet objectif? Dans sa tournée, le candidat, d'abord, il a déjà martelé, en dehors du fait que les artistes auront un salaire, il a martelé qu'il sera question donc de promouvoir l'excellence. De promouvoir l'excellence. Et dans ce schéma, dans cet élan, je dis que c'est une sorte de nouvelle ère qui s'ouvre pour les acteurs culturels. Il ne faut pas laisser tomber ces chances-là. Nous sommes dans le schéma de la création d'un autre type d'acteur culturel qui se positionne comme un acteur de développement. Et c'est ça qu'il faut expliquer à la population. Nous sommes, je répète, allez-y, nous sommes dans le schéma de la création d'un autre type d'acteur culturel qui se positionne au Bénin désormais comme un acteur de développement. Un acteur de développement, c'est quelqu'un qui contribue au développement de son pays. De par sa position, de par ce qu'il fait. Alors, quelle est l'activité, par exemple, qui se fait au Bénin sans une touche culturelle? Vous voyez notre habillement. Ce n'est pas notre culture. Non. La veste, la cravate, ce n'est pas notre culture. Mais notre tenue locale que nous portons, notre paille tissée, ce n'est pas donné à tous les artisans de confectionner ça. Parce que ce n'est pas dans leur culture. Si bien que quand vous posez un acte, il y a toujours une touche culturelle. Alors, lorsqu'on crée un autre type d'acteur culturel qui se positionne comme un acteur de développement, celui-là qui s'occupe par exemple des pailles tissées, il jette un coup d'œil sur la production du coton, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous voyez l'épaisseur de nos pailles tissées là. Des pailles tissées. Ça rejette les rayons solaires. Nous sommes dans un pays où il fait chaud. Et nous sommes en veste, en cravate. Vous voyez? Ce qui n'est pas de votre habitude d'ailleurs. Nous vous connaissons purement culturel. Allez-y.
Mais lorsque vous êtes en pagne tissé, Oui. et qu'il y a les rayons solaires, je dis que ça rejette les rayons solaires. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Contrairement à ce que l'on pense. Contrairement à ce que l'on pense. Et vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand le ministre d'État, notre candidat, dit qu'il faut localiser et sédentariser le développement en tenant compte de la production. Vous voyez, vous allez m'excuser. Allez-y. Quand vous prenez le coton, la manière dont ça se tisse chez nous, en pays mari, c'est de père en fils. Parce que lorsque la maman le fait, le papa le fait, les enfants héritent. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. À tout le monde. Et lorsque vous êtes à vos débuts, voilà pourquoi je dis qu'il faut aller interroger la culture pour savoir comment les gens vivaient. L'instrument qui servait à tisser le coton pour en faire donc un pagne tissé après, lorsque vous n'avez pas la bénédiction, lorsque vous n'avez pas le don, dès que vous commencez par tisser, il y a des ruptures. Le fil ne se tend pas et ça se coupe. Et on dit en pays marqué, à raison. Ah, d'accord. Tu vois, vous n'avez pas reçu la bénédiction, des aînés. Voilà pourquoi quand vous êtes à côté de votre maman ou de la grand-maman qui est en train de tisser son coton, vous l'entendez fredonner la chanson. Tu vois, lorsque c'est pour cela que au niveau de la culture, il y a certaines de nos patrimoines culturels immatériels qui nous amènent donc à retracer l'historiographie de notre pays. Ça permet, quand vous prenez, il y a des chansons qui vous permettent, au niveau de la culture, à définir quels étaient les rapports sociaux qu'il y avait entre les communautés qui vivaient sur un même territoire. Voilà. Vous voyez, par exemple, vous prenez les Bariba et les Nago. Ils se taquinent. C'est culturel. Et un Bariba qui vient par exemple à Savé, mais s'il trouve un mouton qui passe, il peut prendre le mouton impunément. Et vice-versa. C'est un fait culturel. Mais ça vient retracer quel était le mode de vie de ces communautés-là. Ouais. Alors, quand vous prenez la culture, elle est présente partout. Vous voulez vous marier? C'est culturel. C'est culturel. Allez faire la dot, faire ceci ou faire cela. Et même lorsque vous invitez des artistes qui doivent animer ce jour-là, il y a des catégories de chansons qu'il faut y mettre. On ne vient pas là, les gens sont en train de se marier, vous venez là, vous commencez par chanter des trucs de deuil. Ah, c'est paradoxal. Voilà. Bon, vous avez un dessert, vous voulez faire une veille, il faut faire appel à la culture, il faut faire appel. Et la manière même d'enterrer nos corps, c'est culturel. C'est culturel. L'homme est un animal culturel. Merci à vous, Gilbert Deoumale. Les artistes plasticiens, les artistes compositeurs, chanteurs, les managers et toute cette panoplie, nous vous avons vu à l'œuvre à l'époque. Il est vrai que nous allons chuter cette émission sur votre poste actuel, ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, afin de savoir un peu comment cela se porte. Mais il faut rester un peu dans la culture afin de nous imprégner un peu de la méthode dont il faut véritablement travailler pour que l'objectif soit atteint, l'épanouissement de l'artiste. Est-ce que depuis que vous avez quitté la tête de la direction générale du Fonds des aides de la culture, vous avez toujours cette relation avec ceux-là avec qui vous avez tout le temps travaillé? Je veux bien parler des acteurs culturels, catégories confondues. Bien sûr, puisque si vous êtes un artiste et que l'État vous appelle à d'autres fonctions, vous devez avoir à l'esprit qu'après vous retournez encore dans votre famille. Dans votre marigot. Dans votre marigot. Donc, mais il faut dire que tel que ça se présente aujourd'hui, à partir du 12 prochain, le secteur sera assaini. Parce que quand on dit la maison de l'artiste, ce n'est pas donné à tout le monde. Et on va catégoriser les artistes, professionnels, amateurs. Alors, lorsque c'est catégorisé comme ça, vous-même, vous savez que si vous n'atteignez pas tel niveau de technicité, vous ne pouvez pas aller à tel endroit. Vous le savez.
Ce qui vous amène donc à vous perfectionner. Voilà. Et en cherchant à vous perfectionner, vous êtes en train d'améliorer votre production. Parce que quand l'œuvre produite n'est pas de qualité, cela va sans dire que vous ne pouvez pas vivre de votre art. Voilà. Donc, on ne va pas s'autoproclamer artiste. Désormais, ne sera plus artiste qui le veut, Qui le veut. mais c'est qui le peut. Qui le peut. Donc, ça va assainir le milieu. Alors, celui qui a un petit talent, qui n'a pas cultivé, vous le voyez à Cotonou en train de déambuler pour dire je suis un artiste, il ne veut rien faire, ce temps-là est révolu. Ce temps-là est révolu. Et quand vous êtes un acteur culturel, Oui. vous devez vous y mettre. Et on sait que celui-là, c'est un acteur culturel qui veut vivre de ce qu'il fait. Et comme je l'ai dit, c'est une richesse inépuisable. Inépuisable. Vous l'avez dit ici, le pétrole peut finir. Le pétrole peut finir, mais la culture n'a pas de fin. Gilbert Deoumale sur ce plateau, vous avez parlé de la maison de l'artiste. Est-ce que c'est différent du BBDRA que nous connaissons déjà, le Bureau béninois du droit d'auteur? C'est différent. C'est comme si vous me demandez si l'ancien l'ex-fonds des arts et de la culture est différent du BBDRA. Bien sûr, chacun est dans son rôle. Mais ici, c'est comme... c'est une institution, comme je l'ai dit, qui s'occupe de la vie des artistes. De leur carrière, toute leur carrière. Ce n'est pas la même chose au niveau du BBDRA. D'accord. Voilà, c'est différent. Voilà, c'est différent. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin. On fait signe main de l'autre côté, mais il ne faut pas finir sans aborder avec vous, monsieur le ministre conseiller, ce poste que vous occupez depuis quelque temps ici au Bénin, ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Si on se permet ce luxe de vous demander quel bilan peut-on faire depuis votre accession à ce poste, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, peut-être que je vais parler de mes constats. D'accord. Il a constaté que au niveau de la justice, il y a eu assez d'avancées. La digitalisation n'a pas épargné ce secteur. Aujourd'hui, si vous êtes justiciable et que vous passez peut-être devant les tribunaux, les archives restent. Et il y a des documents pour lesquels vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Entre-temps, pour faire un casier judiciaire, c'était la... Oui, ça c'était la croix et la bannière. Ah, oui. Mais aujourd'hui, même depuis votre salon, vous pouvez vous faire délivrer ces documents-là. Bien sûr. Et c'est sans tricherie. Bien. Mieux, aujourd'hui, le chef de l'État et son gouvernement ont fait en sorte que la justice soit réellement au service du justiciable. Contrairement à ce qu'on dit pour dire que la justice persécute. Non. Qui sont ceux que la justice persécute? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. On est dans une société où il y a tout. Des bandits, des hommes sérieux. Mais s'il n'y a pas une justice pour réprimander les bandits, ceux qui sont corrects auront du mal à vivre. Bien sûr. Et c'est parce que cette justice-là est radicale aujourd'hui que nous vivons en paix. Mais il y a cela quelques années, vous ne pouvez pas aller à Dantokpa simplement vous promener. Au vu aussi de tout le monde, vous arrache votre portable. Bien sûr, au stade de l'amitié ici, c'est en plein jour qu'on vous dépouille de vos biens. Mais on n'assiste plus à ça. Parce que la répression est là. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, les réformes que le président Patrice Talon a introduites au niveau de la justice ont fait que le Béninois se sent à l'aise dans son pays. Et lorsque vous voyez un Béninois qui sort du Bénin pour aller à l'extérieur, ce n'est pas pour aller faire du banditisme. Ça nous permet donc d'être respectés vis-à-vis de l'extérieur. Alors, quand j'entends des gens comme Kémy Séba qui disent que la justice est bâillonnée, la justice est sous ordre, au début, avec d'autres citoyens qui se faisaient passer pour des opposants, alors que ils étaient juste opposés au fait que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Sinon, ils ne sont opposés à rien. Après, vous avez vu. Vous avez vu ce que ça donne. Ce que ça donne. Alors, ça continue même de donner. Voilà. Et lorsque ils disent que la justice est sous ordre, la justice est pas... Et ils sont allés même jusqu'à dire que c'est les opposants qu'on persécute. Je leur demande, dans nos prisons au Bénin, il n'y a que des opposants. Il n'y a pas de mouvanciers.
C'est ça l'impartialité de la justice. C'est exactement ça, l'impartialité de la justice. Et lorsqu'il y a une justice qui est impartiale, mais ça doit faire la fierté de tous les citoyens. Entre-temps, quand vous n'avez personne, vous ne connaissez personne, vous n'êtes pas sûr de gagner un procès. Pas du tout. Mais aujourd'hui, même si vous n'avez personne, l'État vous prend un avocat. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un parent bien positionné pour gagner les procès. C'est ça qu'il est question. Une justice équitable, une justice qui est là pour tous les citoyens. Hommes et femmes, nous sommes égaux devant la loi. Devant la loi. Alors donc, aucune justice au Bénin n'est sous ordre. Et quand vous voyez ceux qui sont en prison, pour qui on dit oui, il y a ceci, il y a cela, ce n'est pas des prisonniers politiques. Pas du tout. Ceux qui sont en prison, que nous connaissons, qui sont des hommes politiques, ce n'est pas des prisonniers politiques, mais c'est des hommes politiques en prison. C'est différent. Ah bon? Au Bénin, nous n'avons pas de prisonniers politiques, mais nous avons des hommes politiques en prison. Ah bon? Si vous êtes un homme politique, comme c'est mon cas, et que je veux faire un meeting, parce que peut-être je veux aller aux élections législatives, je n'ai pas les ressources. Et je reste derrière, je tire sur la ficelle et des bandits vont faire un braquage pour me ramener le butin pour que je puisse faire mon meeting politique. On les arrête, ils me citent et on m'envoie en prison. Est-ce que je suis un prisonnier politique? Plutôt un acteur politique en prison. C'est parce que j'ai fait du braquage qu'on m'a arrêté. Et non parce que je veux faire du meeting. Vous voyez? C'est ça, c'est aussi net que ça. Alors, si la justice est sous ordre, je connais des gens qui ne seraient jamais en prison. Parce qu'ils sont de la mouvance. Vous n'avez jamais vu le chef de l'État, le président Patrice Talon, montrer le créneau pour libérer telle personne, libérer telle personne? Impossible. Alors, pas du tout. De quoi on nous parle? Mais ceux qui le disent et qui ont pris l'attention et qui vont raconter n'importe quoi, ils ont des démêlés avec la justice. Ils sont incapables de se justifier et ils sont partis. Alors, en dehors donc de la justice, il y a les relations extérieures. Vous voyez, le plus souvent, on ne se rend pas compte de ce que fait du travail énorme au tabac le ministre des Affaires étrangères. Tout ce qu'on constate aujourd'hui comme développement, comme mobilisation de ressources à l'extérieur, mais le travail de sous-marin est fait par le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'avant qu'un partenaire, avant qu'un pays ne vienne au Bénin investir ou nous accompagner, mais il lui fallu qu'il y ait eu des négociations sur le plan diplomatique. Mais lorsque, par exemple, c'est des fonds qui sont mobilisés pour construire un centre de santé, mais on voit le ministre de la Santé, celui qui est au devant, on ne sait pas qu'en bas, que c'était le ministre des Affaires étrangères qui a fait cette démarche-là. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que le chef de l'État a replacé ce sous-secteur-là dans son contexte. Et c'est à travers, donc, c'est la vitrine de notre pays. C'est à travers donc ce ministère-là que nous communiquons avec l'extérieur. Et ce que nous sommes, c'est à travers ce ministère-là qu'on le fait savoir. Alors, aujourd'hui, par exemple, comme c'est le cas, nous voulons aller aux élections présidentielles. Mais on n'est jamais allé demander de l'argent à qui que ce soit pour organiser les élections. Vous voulez aller aux élections présidentielles et vous allez tendre la main à un pays étranger pour vous aider à organiser les élections. Mais il va vous imposer son candidat. Il vous impose son candidat. Et où est votre liberté? Où est votre indépendance? Et depuis 2016, quand le chef de l'État est arrivé, il ne dit plus jamais ça. Donc depuis ce temps, toutes les élections que nous avons organisées là, ce sont nos propres ressources. Voilà. C'est un acte de souveraineté. Auparavant, lorsque un pays décide d'intervenir au Bénin, c'est le pays qui nous dit là où il voudrait intervenir. Désormais, depuis que Patrice Talon est arrivé au pouvoir, ce n'est plus le cas. Nous avons notre programme d'action du gouvernement. Nous avons notre PAG. Si vous avez à nous accompagner, vous puisez là-dedans. Voilà. C'est nous qui savons nos difficultés, que nous avons conçues dans les documents. Vous n'avez pas à rester chez vous pour nous dire ce dont on a besoin. C'est nous qui savons ce dont on a besoin. C'est un acte de souveraineté. Voilà. Et lorsque on parle aujourd'hui du panafricanisme, je crois que Patrice Talon est un panafricaniste, mais des temps modernes.
Parce que le panafricanisme, ce n'est pas de la délinquance, ce n'est pas du banditisme, ce n'est pas de l'arrogance. Comme on le constate au niveau de nos compatriotes, certains de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Le panafricanisme, c'est une attitude, c'est un comportement qui permet donc d'accompagner le développement de son pays dans une certaine harmonie avec les autres Africains. Voilà. Et nous avons donné suffisamment la preuve puisque nos compatriotes qui ont été déportés à la faveur de la traite, Oui. on leur permet de revenir acquérir la nationalité béninoise. C'est ça le panafricanisme. Nos biens culturels qui avaient été spoliés par les colons. Oui. Vous savez que c'est après les guerres, surtout avec Béhanzin, qu'ils sont partis avec Mais nous avons réussi à les rapatrier sans effusion de sang. C'est ça la diplomatie, c'est ça le panafricanisme. Rester ensemble et avec les autres communautés pour défendre la race noire. C'est ça le panafricanisme. Mais ce n'est pas de l'arrogance. Et quand je vais, par exemple, d'ici, je vais en Côte d'Ivoire et je sors un billet de 10 000 que je brûle, ça apporte quoi au Bénin? Rien du tout. C'est de la délinquance. Tout simplement. Que dit Gilbert Diomaye de la tête négrière? Vous savez, ça fait partie du processus de développement de l'humanité. Ça fait partie du processus de développement de l'humanité. C'est malheureux, mais c'est un fait. Vous savez, je donne un exemple. Allez-y. Au temps de nos grands-parents, au moment où le royaume d'Abomey sévissait, les maris vendaient au royaume d'Abomey leurs enfants qui ont commencé la dentition par le haut. Parce qu'on dit... Ah, d'accord. Danway. Ah, d'accord. Et c'est nous-mêmes qui vendons ça. Quand les enfants commencent la dentition par le haut. Oui. Okay. Danway. Ah, et c'est nos familles, mais on les livrait. On les livrait. Mais on condamne qui? Les Abomey qui sont venus acheter et qui ont vendu ça aux Blancs, ou nous-mêmes qui dans notre culture... Mais au moment où nos parents faisaient ça, ils ne se rendaient pas compte que ce qu'ils faisaient était mauvais. Pour eux, c'était la logique. Vous voyez, on réagit selon le niveau intellectuel et technique atteint. Celui qui a dit que le soleil n'a jamais bougé et que c'est la terre qui tournait autour du soleil a été condamné à prendre de l'acide. Et quand il a pris le bol, il a dit, et pourtant c'est elle qui tourne. Il a bu, il est mort. Aujourd'hui, l'humanité tout entière lui donne raison et que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc, la réaction est proportionnelle au niveau de développement technique atteint. Alors, la traite négrière, elle est mauvaise. Parce que les Blancs en venant en Afrique étaient venus pour acheter eux-mêmes les épices que les Arabes leur vendaient. Ils trouvaient que c'était cher. Donc, les navigateurs se sont jetés à la mer pour aller eux-mêmes prendre le produit à la base. Et quand ils sont arrivés, ils ont constaté que les Africains étaient robustes et ils pouvaient travailler. Il fallait les amener donc là-bas pour qu'ils aillent produire là-bas. Au lieu de venir les chercher, au lieu de les laisser ici pour qu'ils produisent et qu'on vienne les chercher. C'est comme ça qu'on a commencé à exporter donc nos parents. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que ceux qu'on déportait allaient se peupler là-bas et les submerger, ils ont préféré donc les laisser ici et venir les exploiter. D'où la colonisation. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans le système, puisqu'après la colonisation, où nos parents se sont rebellés et ils nous ont donné l'indépendance comme ça, il fallait donc nous donner une indépendance qui ne dit pas son nom, et tenir le volet économique pour continuer toujours par nous exploiter, d'où la détérioration de l'échange aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important qu'on développe notre industrialisation au Bénin. Et c'est ça. Alors, que ceux-là viennent rester un peu à l'extérieur du pays pour demander qu'on aille leur vendre nos produits, la matière première, pour étouffer notre industrialisation au niveau des gros digués, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas du tout anodin. Voilà pourquoi il faut que nos compatriotes sachent que le combat, ce n'est même pas entre mouvance et opposition au Bénin. Le combat, c'est entre le Bénin et l'extérieur. Ceux qui ne sont jamais d'accord que l'Afrique se développe. C'est ça le panafricanisme. Voilà.
Merci à vous, Monsieur le ministre, conseiller sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce temps qui nous est imparti. 120 minutes pour revenir un peu sur les questions qui ont fait l'actualité cette semaine, notamment la campagne présidentielle en cours sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le ministre conseiller, nous allons vous laisser ici le soin de clôturer cette émission. Un message. Je voudrais simplement dire à mes compatriotes qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon nous a mis sur les rails. Et lorsqu'on parle de rails, on parle de train. Et cette locomotive-là, aujourd'hui, doit être traînée par notre duo et candidat au présidentiel, Wadaï et Talata. Et ça va être ce train-là qui va nous conduire à bon port. Voilà pourquoi je voudrais demander à tous les Béninois, du nord au sud, de sortir massivement pour aller exprimer leur suffrage, pour aller accomplir leur devoir civique, mais en faveur du candidat Wadaï. Le candidat, il y a un homme et une femme. Une femme. C'est le seul duo qui pourra nous permettre donc de ne plus jamais naviguer à vue. C'est le seul duo qui nous permettra donc de continuer l'élan, l'essor économique que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a imprimé à notre pays et qui fait aujourd'hui la fierté. C'est le seul duo qui nous permettra donc de résorber plusieurs fléaux tels que le chômage des jeunes, tels que le développement en général de notre pays. Aujourd'hui, nous avons la chance. Nous avons la chance d'avoir identifié la paix rare. Et c'est Wadaï qui peut porter aujourd'hui la voix de toute cette mouvance-là qui a travaillé aux côtés de Patrice Talon pendant 10 ans. Merci à vous, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau. Le rendez-vous du dimanche sur la VFC TV en synchronisation avec la radio. Pour vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci. Toute l'équipe de réalisation, de préparation, de diffusion jusqu'à la présentation vous remercie pour votre sympathique attention. Vous souhaite de passer une très bonne suite de dimanche en compagnie de nos programmes. Surtout, restez sereins en cette période électorale, oui, où rien n'est à négliger. Mesdames et messieurs, nos productions restent disponibles sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet reste www.vfctv.bj, radio-vfc.bj. Également, nous sommes disponibles là-dessus. Nous sommes disponibles sur la Smart TV partout dans le monde. Nos sites, notre page Facebook et la chaîne YouTube gardent le même nom, La Voix des Fidèles Croyants. La page TikTok et le compte, la chaîne WhatsApp également, c'est VFC TV. Vous cliquez afin de nous suivre partout. Vous êtes sur la planète, l'unité, la paix pour produire la cohésion sociale. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.